dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, nous faisons le point sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF. Ce sont les équipes de Yomoni qui nous font profiter de leur observatoire ETF et le directeur des investissements de Yomoni est à mes côtés, Olivier Malteste. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là pour nous apporter vos données compilées effectivement au sein et au cœur de l'industrie des ETF pour déjà comprendre un petit peu quels ont été les derniers mouvements en termes de flux sur le mois de mai évidemment, mais on peut peut-être le remettre aussi en perspective. Je note déjà que le mois de mai est un mois record. C'est un mois record, tout à fait. C'est le plus beau mois depuis 3 ans, depuis que nous on suit l'observatoire. Et on est à 27,4 millions de souscriptions sur le mois de mai, donc de collecte nette sur les ETF. Donc c'est vraiment un mois record. Et si on prend un peu de perspective, si on regarde par rapport au début de l'année, donc avril, on ne s'était pas vu en avril, mais ça avait été un mois relativement faible, donc mai rattrape bien. Et si on regarde depuis le début de l'année, on est à 80 milliards de souscriptions de collecte nette sur les ETF, ce qu'il faut ramener à 60 milliards l'année dernière en 2023, depuis le début de l'année. Oui. Et donc du coup... Sur la même période ou c'était sur l'ensemble ? Ah oui, sur la même période, d'accord. Et sur l'ensemble, on avait fini à 160. D'accord. Mais donc du coup, on a un rythme bien plus soutenu, parce qu'on est déjà à la moitié de la collecte de l'année dernière, et du coup, on est quand même bien en avance par rapport à l'année dernière. Donc un fort mois. On voit, le précédent mois était janvier 2022 qui était important. Mais c'est vraiment un mois record côté collecte. Un mois qui sort un petit peu effectivement des écrans par rapport au standard. Eh bien, où est-ce que comment cette collecte s'est répartie effectivement en fonction des différentes classes d'actifs? Alors, elle s'est répartie donc, essentiellement sur les actions avec 17,8 milliards. Là, c'est le meilleur mois depuis janvier 2022, donc c'est pas un mois historiquement très élevé. On avait eu 22 milliards en janvier 2022, mais c'est quand même un très très bon mois. Les obligations aussi font un bon mois avec 7 milliards de collecte. On sait que 2023 avait été une année très obligataire, mais là, c'est quand même un très très bon mois avec 7 milliards de collecte sur le marché obligataire. Et même les matières premières ont collecté. Ce qui nous était pas arrivé depuis le mois de mars 2023. Et vous allez me demander sur l'or en particulier, parce que ça fait quand même des mois que l'or décollecte, et l'or ne décollecte plus. On a une toute petite collecte de 180 millions environ sur l'or sur le mois de mai. Les métaux précieux globalement collectent, et même l'or se remet à collecter. On se souvient qu'il y a eu de nombreux mois, alors que globalement les prix de l'or montaient. Alors que les prix n'arrêtaient pas de monter. C'était pas via les ETF, puisque les ETF... C'était la Banque centrale chinoise notamment, entre autres, et les achats des banques centrales. Bon, on verra si les particuliers ont raison de venir collecter et se mettre sur l'or à ce moment-là. Mais si on regarde un peu dans le détail des actions et des obligations, qu'est-ce que dans l'univers action, qu'est-ce qui a été plébiscité, privilégié par les investisseurs? En termes de collecte, on reste un petit peu sur la même chose, c'est-à-dire les grosses capitalisations, surtout couvertes en risque de change, les indices européens couverts. Et alors les grosses capitalisations aussi en actions japonaises, ce qui là est un peu contracyclique, parce que le mois de mai n'a pas été très très bon en termes de performance sur les actions japonaises, mais en tout cas il y a toujours de la collecte. On reste très très fort sur les valeurs technologiques. Et il y a un retour aussi sur les actions émergentes. Globalement sur la collecte. En termes de décollecte, alors là c'était vraiment très spécifique, c'était vraiment des pays. Donc il y a eu certainement des gros flux un petit peu spécifiques. Il y a eu la Suisse qui a décollecté, les actions allemandes et italiennes aussi ont décollecté. Les grosses capitalisations européennes. Et aussi sur du très spécifique, sur des zones américaines aussi. Il y a eu un peu de sortie. Mais là, c'était beaucoup plus diffus. C'est vraiment plutôt des collectes nettes qu'on a eues. En termes de rachats, il y a eu forcément des rachats, mais qui ont été moins marqués. Mais ça a été vraiment très spécifique sur des pays, sur des zones, sur ce qu'on observe sur le mois de mai. Dans l'univers obligataire, où sont allés les intérêts des investisseurs? Obligataires, donc les obligations mondiales couvertes. Donc mondial, c'est le global aggregate qui reprend à la fois du souverain et du corporate. Merci. Les souverains US spécifiquement, et toujours, et ça c'est pratiquement tous les mois depuis l'année dernière, les obligations à échéance, donc les ETF à échéance. On verra dans les sondes. Il y a eu des nouveaux qui sont arrivés, d'autres acteurs arrivent. Mais ça, globalement, ça continue d'intéresser avec le niveau de taux. Donc on voit que, y compris sur les ETF, un certain nombre d'investisseurs continuent à parier sur plutôt une baisse des taux dans les mois à venir. Et donc on verrouille du rendement. Et donc on verrouille du rendement, exactement. C'est les concurrents des fonds à échéance bien connus qui sont lancés depuis longtemps. Donc là, sous le format ETF, qui continue de très bien collecter. Sur les décollectes obligataires, donc on a le souverain euro court terme. Donc là, je pense qu'on anticipait un petit peu la baisse logique. Qui puis c'est réalisé. Donc plus de suspense. Mais au mois de mai, du coup, ça s'est décollecté là-dessus. Et en termes de décollecte aussi, plutôt un marché un peu risk-off sur l'obligataire, parce qu'on est sorti de l'émergent. On est sorti aussi des entreprises américaines. Donc il y a eu des flux un peu de sortie là-dessus. Donc c'est plutôt un mouvement, hormis le souverain court terme européen, c'est plutôt un mouvement un peu risk-off sur le côté obligataire qu'on a pu observer sur les flux.
Est-ce que le filtre, la dimension ESG est toujours dans cette idée d'un affaiblissement par rapport aux années précédentes où on avait vu effectivement un boom? Effectivement, c'est encore très très faible. Donc si on regarde sur les actions, il n'y a que 9% des flux qui ont été sur des dynamiques vraiment ESG. Donc c'est très très bas. En termes d'encours globaux, c'est environ dans les 22%. Donc on est vraiment sur très très bas. L'obligataire, c'est 6%. Et le mois dernier, ce qu'il faut avoir en tête sur le mois dernier aussi, c'est qu'on avait eu sur les actions une décollecte nette sur le côté ESG, purement ESG. Donc on avait 10 milliards de collectes sur le non-ESG et 4 milliards de décollectes sur l'ESG. Et ça, la décollecte vraiment sur l'ESG, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu. Oui, effectivement, on le voit sur la série là. C'était nouveau. Donc on a, ça c'était étonnant le mois dernier. On avait même eu une décollecte. Donc là, on revient sur une collecte, mais relativement faible, toujours sur l'ESG, toujours de la méfiance des investisseurs par rapport aux performances. C'est intéressant parce que les émetteurs d'ETF ont émis quand même beaucoup de produits ESG alignés sur les accords de Paris, etc. C'était une énorme vague. Ils continuent à chercher à innover, notamment par le côté ETF actif. C'est aussi un des biais. Donc ils continuent à innover et globalement, là, par contre, il y a toujours de la méfiance en raison des performances qu'on a pu connaître et qu'on continue aussi à connaître. Une grosse dispersion cette année selon les thématiques ESG. Et donc on le voit en termes de volume, c'est très très... Bon, on verra un petit retour en bourse du renouvelable ces dernières semaines. On a eu l'opération Neoen, on a eu des grosses valeurs d'énergie renouvelable aux États-Unis aussi qui avaient enregistré des forts rebonds. Est-ce que c'est le genre d'événement qui pourra marquer un regain d'intérêt pour le thème ESG au sens large? Sur le classement des émetteurs, qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue du mois de mai, au-delà du fait que BlackRock est toujours premier? Oui, c'est les flux mai, on a laissé flux mars, mais c'est les flux mai évidemment. BlackRock est toujours premier avec... alors 30% par contre environ des flux, donc c'est un peu en dessous de leur taille globale. Amundi redevient deuxième sur le mois. Donc en fait, on a les trois premiers qui sont vraiment dans l'ordre. BlackRock, Amundi et Deutsche Bank, enfin DWS, qui sont vraiment dans l'ordre par rapport à leur taille sur le marché européen. Donc là, pas trop de surprises. La surprise vient plutôt un peu de Vanguard, qui est très très bas par rapport sur le mois de mai par rapport à d'habitude, et donc qui parut une place sur le classement global. State Street arrive du coup à se positionner. Et Amundi, en ayant rattrapé un petit peu son retard et en se positionnant bien, arrive à regagner un rang dans le classement par rapport au flux 2024. Mais voilà, donc pas trop de grosses surprises, pas de gros changements. En termes de flux. Et là, les trois premiers suivent la loi normale par rapport à leur taille, globalement, dans le respective. Respective, tout à fait. Quels ont été les produits nouveaux lancés sur le marché qui ont attiré votre attention Alors, on a eu 14 nouveaux produits sur le mois de mai. Ce qui est étonnant sur le mois de mai, c'est vraiment 10 produits obligataires et 4 actions. Donc, vraiment une dominante obligataire. Et au sein des obligations, une dominante sur les ETF à échéance fixe. Puisque... Il y en a eu beaucoup. Et là, c'est le moment d'en remettre une vague avant les baisses de taux des banques centrales. Et surtout, donc iShares était arrivé l'été dernier, donc on a important cette technique-là. Donc iShares, on lance 4 nouveaux. Ils élargissent un petit peu la gamme. Ils en lancent fréquemment en fonction des maturités et des devises. Amundi, le mois dernier, on a lancé 4 avec la spécificité d'être uniquement sur les obligations souveraines, là où d'habitude c'est plutôt sur les obligations d'entreprise. Et on a aussi Invesco qui en a lancé 5, donc en dollars, qui allait de 2026 à 2030 en termes d'échéance, et qui est donc un nouvel acteur sur les obligations, sur les ETF à échéance. Donc on voit, c'est une grosse dynamique. On l'a vu en termes de collecte et aussi en termes de lancement. Les différents acteurs suivent iShares, du coup, qui a eu un gros succès avec cette gamme. Et donc du coup, ça fait plus de concurrence et plus de diversification, c'est bien. Je voulais qu'on prenne quelques minutes. Déjà, pour que vous nous parliez du positionnement de Yomoni pour le compte des clients. Et puis, qu'est-ce que vous avez pu observer cette semaine, notamment, et je parle bien sûr de ce qui s'est passé spécifiquement autour des actifs français du CAC 40. Déjà, à travers des ETF sur la France, est-ce qu'il faut signaler ou noter des mouvements particuliers de rachat plus importants que d'habitude? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu observer ou pas, Olivier? Et puis, face à des clients qui ont pu peut-être prendre leur téléphone ou vous écrire pour poser des questions, quelles ont été un peu la nature de leurs questions et qu'est-ce que vous leur avez répondu?
Alors on les a rassurés. Alors peut-être on peut revenir sur les flux. Évidemment, la situation a provoqué une baisse des marchés dès lundi. Forcément, c'était complètement inattendu le fait de dissoudre l'Assemblée. Donc ça, on rentre dans une incertitude politique. Donc là, les marchés réagissent. C'est assez logique. Tout de suite, en n'aimant pas l'incertitude, en réagissant relativement négativement. Donc ça a forcément fait des flux de sortie sur les actions françaises. On a vu aussi les taux qui sont un petit peu écartés. On a vu aussi avec les chiffres de l'inflation américaine que ça a été une bonne journée. Même là aussi sur les taux, puisque les taux, hormis les taux français, ont plutôt tendance à redescendre. Donc on voit aussi... Oublier ce phénomène. Voilà, on a un mouvement de désinflation qui a mis quand même de la pression sur l'ensemble des rendements obligataires mondiaux et qui peut-être limite aussi le phénomène qu'on a pu observer. Exactement, sur la donc il ne France. faut pas oublier ça. Et forcément, nous, on a un prisme beaucoup plus français et on est sur l'incertitude politique et on regarde ce qui se passe. Donc nous aussi, on croit fermement à la diversification chez Yomoni. Et donc, on rassure nos clients parce que les expositions directement en actions françaises ou en obligations françaises sont très limitées, y compris sur le PEA, puisqu'on a la chance, grâce aux ETF, de pouvoir être investi mondialement. Et donc, sur le PEA, par exemple, on a en exposition directement actions françaises une exposition qui est limitée à 3,7%, donc qui est très, très faible. D'accord. C'est le poids de la... C'est à la hauteur de ce que représente la France aujourd'hui ou c'est même encore un peu moins? Exactement. Non, pour l'instant, on est resté... D'accord. Voilà. Et on a plutôt un biais qui était... on était plutôt repassé long actions européennes pour des contraintes de valorisation et aussi parce qu'on se disait qu'avec la baisse des taux qui allait arriver, que le schéma était un peu plus facile. Et donc, plein de choses nous conduisaient à surexposer la zone européenne. Pour l'instant, on n'a pas bougé, on est resté. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas bougé? Parce qu'en fait, il ne faut pas se précipiter non plus. Il faut attendre aussi. Donc, on a avancé notre comité de gestion qui aura lieu en début de semaine prochaine, plutôt qu'être en fin de mois pour regarder vraiment ce qui se passe. Mais on est sur un risque politique. Beaucoup de choses ont bougé pendant la semaine. Les listes vont être déposées d'ici dimanche. On aura une vue un peu plus claire sur effectivement les alliances ou non, et on pourra voir ce qu'effectivement le marché a raison de pricer ou pas pricer, et comment on peut se positionner. Donc, on ne se précipite pas. On a du coup, sur la performance du PEA, par exemple, un PEA qui, entre vendredi et jeudi soir, a globalement pas eu de performance. On est à 0,2 de performance globalement, donc plutôt flat, parce que c'est ce qu'ont fait les actions mondiales globalement. Là où le CAC, effectivement, perd environ 3,6. C'est ça, de vendredi à jeudi soir, c'est environ 3,6 de baisse. Là, effectivement, on perd pratiquement 2%, je crois. Je ne sais pas exactement où on est, mais donc ça s'accélère. Mais à jeudi soir, on voit l'écart. Et c'est vraiment ce qui milite pour la diversification. Donc, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, on avance effectivement, on regarde. Et ça veut dire que vous gardez pour l'instant à l'idée que, en dehors du cas spécifique français et du poids de la France qu'on peut avoir, comme vous l'avez très bien dit, autour de 3,5, etc., il y a des moteurs en zone euro qui restent des moteurs pour l'instant valables, que ce soit le redémarrage macro, les baisses de taux à venir de la Banque Centrale Européenne. Ça, ce cas d'investissement... En tout cas, à ce stade, je ne sais pas ce qu'il en sera du prochain comité de gestion, mais il reste intact. Voilà, donc on va attendre le comité de gestion parce que on est encore en démocratie, bien sûr, tout ça, mais c'est possible effectivement qu'on soit prudent et qu'on se dise, on attendra début juillet pour remettre et peut-être qu'on va devenir neutre ou se protéger de manière prudente. Et ça encore, on va voir à la fin, on le voit sur la semaine, beaucoup de choses ont bougé politiquement, les accords, ça peut encore bouger, il y a jusqu'à dimanche pour déposer les listes. Donc on va attendre, on va se laisser le week-end, le temps de la réflexion et de voir vraiment les probabilités et les hypothèses pour revoir ce cas-là. Les valorisations paraissent toujours intéressantes globalement en Europe. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment un problème spécifiquement français qui peut avoir des répercussions au niveau de l'Europe. Donc on va réfléchir en début de semaine, on va voir. Et après, la vraie décision aussi, ce sera après la fin des élections, donc début juillet, le 7 juillet. Donc ça ne paraît pas donc complètement stupide de rester un petit peu prudent sur cette période-là, qui fait un peu de volatilité. Après, pas de quoi, encore une fois, diversification. Pour le coup, c'est un bon rappel. On voit que sur le long terme, c'est un bon rappel. Ça sert, et on savait que potentiellement la volatilité pourrait revenir. Elle est là. Merci beaucoup Olivier, merci de venir nous voir chaque mois pour nous apporter toutes ces informations au cœur de l'industrie des ETF. Olivier Maltès, le directeur des investissements de Yomoni, qui était avec nous, l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sur Bismart.